bienvenue aux interviews de Lisa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Claire. Bonjour Claire. Bonjour Lisa. Claire est médecin psychiatre depuis une vingtaine d'années. Exactement. Oui. Et tu voudrais nous parler de quoi aujourd'hui, Claire? Eh bien, je peux parler de psychiatrie, tant qu'à faire, de déstigmatisation des troubles psychiques, de oser dire qu'on a ce type de maladie, que ce soit un petit peu plus facile pour la société d'accepter ce genre de pathologie, et puis aussi parler des traitements et donner un petit peu mon point de vue voilà, sur la maladie mentale, et puis qu'on peut aussi confondre avec les difficultés psychiques qui sont engendrées par les obstacles, les épreuves de la vie. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que déjà tu peux nous dire rapidement ce que ça représente, ce que ça veut dire une maladie mentale? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est tout le travail du psychiatre, en fait. Un psychiatre, c'est un médecin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prescrit des traitements et qui fait des diagnostics. Avant de prescrire des traitements, il fait un diagnostic. Et c'est effectivement toute la finesse, à partir de quel moment on souffre voilà, de quelque chose d'existentiel. Voilà, il y a un divorce, il y a un deuil, il y a des épreuves qui fait qu'on n'est pas bien. Et à partir de quel moment, là, c'est une maladie, c'est-à-dire que quelque part, le contexte n'est plus aussi évident. On va donc avoir des dépressions profondes, des troubles bipolaires, et puis après l'autre catégorie, les psychoses. Globalement, on a d'un côté tout ce qui est dépression et puis anxiété, et puis d'un autre côté tout ce qui est plutôt troubles bipolaires et troubles schizophréniques. Et donc, bon, tout mon métier, en fait, c'est effectivement de déterminer si une psychothérapie va suffire, par exemple, ou si les traitements vont être indispensables. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une maladie mentale et guérir sans traitement? Alors, je crois pas. Justement, je crois pas qu'on puisse avoir une maladie mentale, on va dire avérée, avec des symptômes, parce que tout est une histoire de symptômes en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes qui ont une façon d'être différente, d'accord, mais qui va pas les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est toute la subtilité. Là, on rentre direct dans les choses subtiles. Ah oui, c'est-à-dire que effectivement, il y a des personnes qui ont, par exemple, voilà, on va prendre un exemple un peu énorme, qui entendent des voix, d'accord? Ces personnes-là, elles entendent des voix. Donc, dans ces cas-là, il y a deux catégories principales. Il y a celles qui sont envahies par leur voix et qui sont complètement angoissées, qui font pas la différence entre ce qu'elles entendent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et puis du coup, qui vont être happées et très inquiètes et qui vont pas pouvoir vivre leur vie. Et puis il y en a d'autres qui entendent des voix ou sont très conscientes que c'est pas la réalité et qui vont quand même mener une vie normale. Et c'est vrai que ces personnes, il y en a quand même pas mal et qui ont pas besoin de traitement. D'accord. Donc quand une personne s'adresse à toi, ouais, elle vient chez toi, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé ou des symptômes qui apparaissent ou des difficultés? C'est la souffrance. Les personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'elles sont en souffrance. C'est vraiment ça qu'on soigne. C'est le travail de médecin. Et du coup, évidemment, donc moi, tout mon travail, ça va être de poser un diagnostic et de déterminer les causes de la souffrance. Si c'est c'est ce que je disais au début, est-ce que c'est événementiel? Est-ce que en mettant des choses en place de l'ordre de thérapie comportementale, de l'ordre de, je sais pas, de la relaxation, de méditation, de parler, de faire de la psychothérapie, est-ce que ces symptômes vont s'améliorer ou pas? Alors ils peuvent s'améliorer en partie parce que de toute façon, quand on est en souffrance, pouvoir en parler, c'est déjà un soulagement. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais pour, on va dire, 90% des gens, c'est quand même un soulagement. Pour d'autres, c'est impossible. Justement, c'est là qu'on est dans ce travail médical d'avancer vers un diagnostic et de voir comment on va aider au mieux la personne. Donc une personne est en souffrance, elle vient te voir. Oui. Toi, tu diagnostiques et tu vois si elle a besoin d'un traitement ou pas. Exactement. Et est-ce que ces symptômes peuvent apparaître soudainement, suite à un choc, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà mais qui s'empire?
C'est une très bonne question. Effectivement, tout est possible. Hein, donc, on a, par exemple, j'essaie de simplifier hein, parce que c'est très vaste comme sujet. On peut avoir des personnes qui vont déclencher une dépression, par exemple, suite à un divorce, suite à un deuil, mais qui ne vont pas arriver à s'en remettre. Et qui vont mettre des mois, des années, enfin, bon, on n'attend pas des années pour les soigner, enfin, on essaye en tout cas. Et là, c'est là qu'on voit que il s'est passé. Alors moi, je dis souvent aux personnes, notre psychisme, c'est comme un organe. Il faut arrêter de penser que on peut tout supporter, tout encaisser. Il y a un moment où un événement peut créer ce qu'on pourrait appeler une fracture psychique. D'accord, on allait très bien, globalement on gérait les choses, et puis à un moment donné, il se passe une cassure. Alors ça peut être un choc, mais ça peut être aussi une usure. Hein. Dans le burn-out, il y a quelque chose comme ça. Hein. On prend sur ses réserves, on s'use en quelque sorte. Comme des os qui s'usent. Oui, on consume comme une bougie qui se consume. Et au bout d'un moment, il n'y a plus rien à consommer. Hein. Donc il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de lumière. Hein. Donc vraiment, le psychisme, c'est un organe dont il faut avoir conscience et qu'il faut apprendre à préserver. Il y a donc des maladies qui se déclarent liées donc à des choses quotidiennes, et puis il y a d'autres pathologies qui se déclarent de façon brutale. Par exemple, la schizophrénie, on dit souvent que c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il n'y avait pas forcément de symptômes. Alors, rétrospectivement, on peut en retrouver. Bien souvent, on va en retrouver quand même. Mais c'est quelque chose qui arrive brutalement. Peu importe l'âge. Alors non, il y a un âge. Hein, en général, c'est entre l'adolescence et avant l'âge de 30 ans. Ça aide aussi à faire un diagnostic. Voilà, c'est un indice. C'est pas forcément. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours. Ça peut être toujours un peu avant, toujours un peu après. C'est la médecine, ça. C'est pas une science exacte. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire vraiment, c'est qu'à un moment donné, quand on a développé des pathologies psychiatriques qui sont de l'ordre de la maladie, il y a des traitements pour ça. Et même, j'ai envie de dire une chose super importante. Je crois qu'en psychiatrie, c'est une des rares spécialités où on soigne vraiment les gens. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que dans notre médecine moderne, on soigne très bien les urgences, on soigne très bien les traumas physiques, etc. Mais il y a plein de maladies chroniques qu'on ne sait pas soigner. Hein. Par exemple je sais pas, la fibromyalgie, par exemple, parlons de ce genre de choses. Les gens souffrent de fatigue chronique, ils ont des inflammations. Voilà, les migraines, c'est très difficile. Toutes les pathologies chroniques inflammatoires sont difficiles à soigner. L'arthrose, les rhumatismes, bon, on va pas faire la liste, mais il y a plein de maladies qu'on a du mal à soigner, du mal à se soulager. Et en psychiatrie, c'est ça qui est magique pour moi, c'est qu'il y a quand même... Alors, rien marche à 100%. Aucun traitement marche à 100%, mais n'empêche que, par exemple, quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire ou qui souffre d'une schizophrénie ou qui souffre de dépression peut vraiment être complètement soulagé par les médicaments et ça ne se voit pas que la personne a un problème ou a eu un problème. Alors j'ai juste une petite parenthèse que je pense très importante. Est-ce qu'on peut juste faire un petit focus et préciser que la dépression, c'est vraiment une maladie? Parce que souvent dans notre société, on a tendance à dire que c'est quelqu'un qui peut-être paresseux. Exactement. Il faut lui mettre un... Qui secoue, qui se bouge. Oui. Et oui, et ça c'est super important. Et tu vois, je pense à une patiente par exemple que j'ai reçue qui s'est traînée un syndrome dépressif pendant des années et ça se manifestait par de la fatigue, de l'irritabilité, un manque de plaisir à faire des choses, un manque d'initiative aussi, la sensation d'être toujours épuisée. Et puis elle s'est décidée à prendre des antidépresseurs et il y a comme un soulagement et là elle peut savourer sa vie. C'est un truc énorme. Et moi, quand je vois ce genre de personnes, je me dis, il faut vraiment penser que... Alors, encore une fois, il peut y avoir des dépressions. Tout ne se soigne pas par médicaments, parce que je ne veux pas dire qu'il faut donner des médicaments à tout le monde, à tous les gens qui souffrent de dépression, mais qu'il y a un moment donné où il faut se rendre compte de la réalité. C'est qu'à un moment donné, les gens ont tout essayé et ça ne marche pas. Et ils continuent à se traîner des choses. Et pour moi, c'est là qu'on touche quelque chose d'important.
c'est qu'il y a un aspect organique dans la dépression et dans la pathologie psychiatrique. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, il y a des déséquilibres voilà, au niveau de tout un tas d'échanges, mais principalement aujourd'hui, c'est les neurotransmetteurs, hein, la sérotonine, la dopamine principalement, et puis tout un tas d'autres. Et donc, c'est des médicaments, les médicaments vont jouer là-dessus. Et bien souvent, moi je dis aux gens qui ont déjà essayé plein de choses et qui sont épuisés aussi par toutes les psychothérapies, les traitements, toutes sortes de traitements, je leur dis mais arrêtez de faire la psychothérapie. Savourez votre vie. Essayez de, maintenant que si les traitements vous font du bien, si vous voyez que vous pouvez mener une vie normale, arrêtez de faire de la psychothérapie. Alors oui. Parce qu'il y a une idée, un jugement qu'on se fait concernant les traitements ou les gens qui prennent des traitements. En fait, les gens eux-mêmes sont comme toi et moi, ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Ils pensent eux-mêmes qu'ils sont paresseux et qu'il faudrait qu'ils se secouent. Ils pensent eux-mêmes que, ben oui, c'est dans leur tête, c'est parce qu'ils ont tel problème avec telle chose. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir évidemment que... Et ça concerne en fait tout le monde. On a tous des choses à régler avec nous-mêmes, avec nos familles, avec notre histoire, avec nos parents, nos grands-parents, avec nos conjoints, avec tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, et bien justement, dans les gens qui souffrent de maladies, c'est-à-dire qui sont en une espèce de souffrance quotidienne, quasi permanente, il y a un substrat physique, voilà, dont il faut tenir compte. Et effectivement, eux-mêmes, il faut qu'ils arrêtent de se culpabiliser aussi. Qu'ils arrêtent de se demander, parce que c'est ça, la maladie est stigmatisée par la société, mais elle est aussi vécue comme ça par les patients. Se culpabilise. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens pour qu'ils arrêtent de se culpabiliser quand ils ont une maladie, une dépression? J'ai envie de dire que, alors moi c'est ce que je dis à mes patients souvent. Je leur dis, quand il y a quelqu'un qui est diabétique ou hypertendu, quand la tension monte ou quand le diabète est déséquilibré, les gens, évidemment, on essaie de voir un peu s'ils ont fait des erreurs, mais s'ils n'ont pas fait d'erreurs, on leur dit pas de faire un effort sur eux pour réguler leur glycémie ou leur hypertension. Oui. On leur dit pas, oui, non, mais ça c'est parce que vous êtes énervé, là, soyez calme, soyez patient, soyez je ne sais quoi. Donc, c'est un petit peu pareil avec mes patients, c'est-à-dire que à un moment donné, dans ce substrat organique, on subit quelque chose dont on n'est pas responsable. Et ça peut arriver à tout le monde? Je dirais non. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Malgré tout, on a des psychismes comme un organe qui a des limites. Donc effectivement, si on ne respecte jamais nos limites psychiques, si on fait n'importe quoi, si on se met en danger, si aussi, malheureusement, dans la vie, on peut aussi vivre un trauma, assister, à un accident, assister à une scène horrible, qui peut vraiment nous faire un trauma, comme une fracture psychique. Donc oui, dans ce sens-là, ça peut arriver à tout le monde. Après, dans les troubles bipolaires ou dans les troubles schizophréniques, il y a quand même, semble-t-il, un terrain. Il y a un terrain. Mais on va dire que ça fait partie des différences aussi, de la richesse des humains. Ça fait partie, souvent, d'ailleurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de grands inventeurs avaient quand même une structure psychique particulière. Parce que justement, ils sont hors normes. Ils ne sont pas anormaux, ils sont hors normes. Ouais. Hors la norme qu'on s'est fixée. Hors la norme, exactement. C'est pour ça qu'ils sont aussi super attachant et super intéressant. Claire, quel conseil tu nous donnes pour ménager cet organe, le psychisme? Déjà, c'est avoir conscience que c'est un organe et avoir conscience qu'on a des limites. C'est déjà une première chose parce que bien souvent, on se dit « je pourrais en faire encore un peu plus, je peux encore prendre sur moi. Non, mais là, je m'écoute, je peux quand même supporter. » Et ça, c'est subtil. C'est compliqué de savoir effectivement quand est-ce qu'on s'arrête. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est les burn-out, par exemple. C'est clairement des gens qui se disent, tant qu'ils ne sont pas essorés, lessivés, tant que le corps ne les stoppe pas, ils continuent à supporter quelque chose qui ne devrait pas être supportable. Ça veut dire qu'il faudrait déjà avoir conscience de son état de fatigue, d'épuisement.
avoir conscience que c'est pas normal. Et avoir conscience que on doit se faire passer en premier. Oh là là. Après, tout ce qui existe, par exemple la méditation, le yoga, est-ce que ça, ce sont des moyens aussi? Bien sûr, mais ça ne doit pas être des moyens qui doivent nous permettre de supporter l'insupportable. Ça doit être des moyens qui doivent justement peut-être nous permettre de nous poser et de nous dire mais non, c'est pas acceptable qu'on me parle comme ça, c'est pas acceptable que sous prétexte que je fais tout mon travail, on m'en donne toujours plus. Et comme j'arrive à faire encore plus, on m'en donne encore plus. C'est pas acceptable qu'on me parle mal, c'est pas acceptable qu'on me dérange sur mes congés, c'est pas acceptable. Voilà, la méditation, elle doit pas, et les médicaments non plus d'ailleurs. Hein. Moi, je ne suis pas pour donner des antidépresseurs pour que les gens supportent quelque chose d'insupportable. Et malheureusement, ça sert quand même beaucoup à ça. Il y a beaucoup de gens qui en prennent parce que et après, il n'y a pas de recette non plus. Chacun doit faire son chemin et son expérience. Il y a quelques années, hein, il y a des études maintenant qui sont sorties depuis un moment, hein, qui disent que sur la dépression, justement, alors ce qu'on appelait avant dépression réactionnelle, c'est-à-dire une dépression qui est consécutive à des choses de l'extérieur, et c'est-à-dire qui ne sont pas liées à un problème organique, j'ai envie de dire. Oui, la méditation, les sports d'endurance, la marche, la natation, le vélo, enfin tout ce qui va faire qu'on va être en action. Voilà, une action endurante. Même si c'est pas forcément un truc très, c'est pas du marathon, mais de l'endurance, ça, en fait, on sécrète des endorphines, on fait fonctionner notre cerveau, et du coup, ça protège de la dépression, c'est sûr. Est-ce que le contact avec la nature peut être quelque chose d'important? Évidemment. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me le disent aussi quand ils vont dans la nature, ils se sentent apaisés. Là, on est aussi dans des domaines un peu moins prouvés scientifiquement, mais nous, on le sent bien. Aujourd'hui, il y a vraiment un truc aussi avec les plantes, avec les arbres, même marcher pieds nus, apparemment, ça fait du bien aussi. Et puis, tout ce qui est pratique créative, artistique ou artisanale. Faire des choses avec ses mains, c'est aussi une façon de sortir de notre tête. On mobilise nos sens. Oui, on mobilise notre créativité. En fait, on se décentre aussi de nos pensées. Bien souvent, il y a aussi ce truc dans la dépression, dans l'anxiété. On a une espèce de mental qui tourne en boucle. Et c'est un petit peu comment le faire s'apaiser. Donc ça, d'être dehors, d'être dans la nature, de marcher, ça c'est vraiment très bien. Et puis mais là vraiment je parle de gens qui vont quand même relativement bien. Hein. Oui, c'est pour ménager l'organe, le psychisme. Oui, je pense qu'il y a un stade où ça marche plus. Quand tout ça marche plus, il faut pas avoir peur de consulter, de prendre des médicaments. Il faut vraiment pas avoir peur. En tout cas, moi je sais que je suis toujours stupéfaite de voir l'efficacité des traitements. Et Dieu sait que je suis pas médicament au départ. Hein. Alors j'ai une question. Oui. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser. C'est les effets secondaires que pourraient avoir les médicaments. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut effrayer quand on ne connaît pas. Ça, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. Hein. C'est au cas par cas. C'est difficile de faire des généralités. Aujourd'hui, quand même, on sait que tout ce qui est anxiolytique et somnifère, c'est quand même pas bon pour la mémoire, le cerveau. Et on pense qu'il peut y avoir des problèmes avec Alzheimer au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est des médicaments qui doivent rester ponctuels, en fait, si possible. Même s'il y a beaucoup de gens qui prennent des somnifères. En même temps, les gens, s'ils ne dorment pas... Ça va provoquer aussi des problèmes. Exactement. Donc c'est toute la balance, toute la subtilité de ce métier, de bénéfices-risques. Les antidépresseurs, sur le long terme, il y a beaucoup de gens qui en prennent. Moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'au bout de 10-15 ans d'antidépresseurs, c'est compliqué d'arrêter. Et il n'y a pas trop d'effets indésirables à terme pour l'instant, en tout cas qui sont publiés. Et puis, pareil pour les neuroleptiques ou les régulateurs d'humeur, c'est pareil, c'est des médicaments. Alors, c'est vraiment c'est vraiment une question compliquée. La durée des traitements, c'est quelque chose qui se discute au cas par cas. Il y a quand même des personnes, clairement,
elles ne peuvent pas se passer de médicaments. Il faut qu'elles aient des traitements à vie. Et elles-mêmes, hein, elles font l'expérience d'arrêter. De toute façon, elles font cette expérience au bout d'un. Donc je crois que ça c'est important d'avoir aussi quelqu'un, un médecin qui soit à l'écoute de ça, qui comprenne qu'à un moment donné la personne. Bon, mais derrière il faut rattraper. Des fois, c'est pas facile. C'est super passionnant. Oui. Et volontiers pour te retrouver pour plein d'autres sujets sur les maladies mentales, les traitements et autres. Alors, est-ce qu'on peut terminer, s'il te plaît, par quelques mots sur ce que peut faire l'entourage d'une personne qui a une maladie mentale? Tu vois, tu abordes tous les sujets qui sont pertinents. Et on n'a pas préparé. On n'a rien préparé. Et c'est aussi un des sujets qui me tient à cœur. C'est effectivement comment soutenir l'entourage, comment aider l'entourage à soutenir les personnes. C'est déjà comprendre effectivement toute cette dimension qu'on vient d'évoquer, la dimension organique de la maladie, que la personne, ce n'est pas parce qu'elle est de mauvaise volonté, c'est pas parce qu'elle est paresseuse, etc. Et c'était toute cette subtilité entre être capable de stimuler la personne ou être capable de respecter son besoin de fatigue, de repos, d'isolement, etc. Et ça, c'est pas évident, parce que si on accompagne une personne qui est malade, on ne sait pas si est-ce que c'est mieux de la laisser se reposer dans son lit ou d'essayer de la tirer un petit peu pour aller marcher dehors. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est vrai que moi, ce que je vois quand même dans les personnes que j'accompagne, celles qui effectivement vont être le mieux soignées, c'est celles qui ont des conjoints, des compagnons qui sont à leur écoute et qui les connaissent tellement. Les personnes qui vivent avec détectent la chose, ils sont profondément bienveillants. Il y a beaucoup d'amour. Et du coup, ils deviennent des experts en fait, de la maladie, des experts de leur conjoint. Ils savent exactement, à un moment donné là. Et donc des fois, j'ai pas de nouvelles pendant des mois. Et puis à un moment donné, c'est le compagnon qui m'appelle et qui me dit là, il y a un problème. Et ça, c'est une chance. Ça d'ailleurs fait partie des choses de bon pronostic, l'entourage familial, le fait d'avoir des gens qui sont. Mais ça peut vraiment faire l'objet de tout un entretien, ça. Ah oui. Et qui mérite beaucoup de réflexion parce que c'est vrai que les personnes, les aidants ont besoin d'être soutenus et d'être accompagnés. Évidemment. Ouais. Ont besoin aussi de pouvoir être accueillis. Parce qu'il y a les parents aussi. Oui. Alors oui. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Ouais. C'est compliqué. Donc on dit qu'aujourd'hui on fait un thème global pour se présenter. Exactement. Et puis on fera des focus sur certains thèmes. Des focus, sur certains thèmes. Merci Lisa de m'avoir invitée parce que ça fait un moment que j'y pense de parler de ça en vidéo parce que ça m'est arrivé souvent avec mes patients d'avoir envie d'être leur porte-parole un petit peu. Oui. Je leur fais signe un peu, ceux qui me verront, d'être un petit peu, un porte-parole pour les accompagner, pour les soutenir, pour les encourager, pour leur dire que y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de possibilités. Et on arrête de se culpabiliser. Exactement. On arrête de se culpabiliser. On n'est pas responsable de tout. On fait sa part. Il ne s'agit pas de rien faire, il ne s'agit pas de se laisser porter, mais on fait sa part. Mais il y a une part sur laquelle on peut rien faire. Comme tous. C'est la vie est comme ça. Par contre, on a notre part à faire, bien sûr. Merci alors d'aider des patients. Merci de te faire leur porte-parole et de nous apporter toutes ces informations, cette lumière. Merci. Merci à toi, Lisa. À bientôt, Claire. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ça va? J'ai d'abord travaillé en obstétrique pendant une dizaine d'années. J'ai pas mis les micros. Arrête. Ah, d'accord, ok. Très bien. Écoutez bien.